Bonsoir et merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. 18h30, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Dans cette édition, nous ferons le point sur les faits marquants de l'actualité nationale de cette semaine. Focus sur la décision du Ghana de suspendre ses relations diplomatiques avec la pseudo-RASD. Nous reviendrons également sur ce nouveau round de négociations entre le gouvernement et les syndicats sur le projet de loi organique relatif à la grève. Et puis une lecture dans les chiffres records du tourisme, le tout avec notre consultant Mustafa Sahimi. Le Maroc s'apprête à connaître une nouvelle vague de froid. À partir de mardi, il fera jusqu'à moins 8 degrés par endroit. Nous irons à Tanger découvrir les actions de l'entraide nationale pour venir en aide aux sans-abri. Un centre d'accueil leur est dédié, des repas chauds et des vêtements leur sont distribués. Et puis le rallye EcoRace Africa franchit la ligne d'arrivée, parti de Monaco. Les concurrents ont terminé leur course aujourd'hui au mythique Lac Rose à Dakar. Une 16e édition marquée par le sacre de l'Italien Jacopo Cerruti à moto. Deuxième titre consécutif sur l'Africa EcoRace. En auto, le Français Benoît Fretin décroche la première place au général. Comme tous les dimanches, l'on fait le point sur l'actualité nationale la plus marquante. Le début de cette semaine a connu une nouvelle percée diplomatique en faveur de l'intégrité territoriale. Le Ghana a décidé de suspendre ses relations diplomatiques avec la pseudo-RASD. Pour parler de cette nouvelle victoire diplomatique du Maroc, nous accueillons en plateau le politologue Mustafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans le contexte de l'impulsion donnée par Sa Majesté le Roi à la question du Sahara marocain, 46 pays, dont 13 africains, ont rompu ou suspendu donc leurs relations avec l'entité fantoche depuis l'année 2000. Alors, comment expliquez-vous donc ces revirements favorables à la marocanité du Sahara? L'explication, c'est d'abord le bien fondé de la position marocaine qui est confortée par la communauté internationale et en particulier par le Conseil de sécurité. Je fais référence à la résolution 2756 du 31 octobre dernier, qui fait droit à toutes les propositions marocaines, qui réaffirme la prééminence du projet marocain de 2007 d'autonomie dans les provinces sahariennes et qui consacre de nouveau un processus de négociation sur la base des tables rondes avec les parties intéressées, en l'occurrence le Maroc, l'Algérie principalement, le mouvement séparatiste, la Mauritanie. Premier point. Deuxième point, c'est l'expression, le prolongement d'une dynamique avec des avancées qui ont été enregistrées par le Royaume sur ce domaine-là. Vous avez fait référence au Ghana, je vais y revenir, mais c'était à l'occasion de la prise de fonction officielle du nouveau président John Dramani Mahama. Je relève au passage que Sa Majesté le Roi a été représenté par le président de la Chambre des représentants, M. Talbé Alami, et par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Et c'est d'ailleurs le jour de la prise de fonction qu'il y a eu ce communiqué officiel du ministère ghanéen des Affaires étrangères, qui dit dans ce communiqué qu'il reconnaît évidemment la marocanité des provinces sahariennes, il suspend la reconnaissance de la prétendue RASD, et il explique, c'est ça qui est intéressant, que c'était une situation qui était un obstacle, c'est-à-dire le fait de continuer à reconnaître la RASD était un obstacle aux avancées du processus onusien. J'ajoute qu'il y a d'autres pays, dans ces mêmes semaines, notamment le Panama, l'Équateur, la Somalie, etc. Nous en sommes là, si bien qu'aujourd'hui, le pointage donne près de 120 pays qui soutiennent le Maroc, c'est important, dont 20 pays de l'Union européenne sur les 27, et puis la majorité des pays africains. J'ai calculé que, vous l'avez dit, il y a 13 pays qui ont retiré leur reconnaissance ou suspendu la reconnaissance de la prétendue RASD. Nous sommes aujourd'hui à près de 40 États, non, pour ceux qui soutiennent le Maroc. 40. Sur les 54, nous sommes donc pratiquement à une majorité qualifiée de plus des 2 tiers, et c'est important. Un mot encore sur l'agenda.
Dans 5 semaines va se tenir le sommet de l'UA à Addis Abeba, et nul doute que ça va peser dans l'appréciation faite par les uns et les autres de cette question. Il y a également en avril, début avril, la réinscription de la question nationale du Sahara, mais de manière informelle au niveau du Conseil de sécurité. Donc voilà qui conforte de nouveau la position marocaine. On attend de la communauté internationale qu'elle s'arrête pas de gérer cette situation-là, mais qu'elle applique un plan de règlement en imposant aux parties récalcitrantes donc le fait de se respecter les décisions du Conseil de sécurité. Alors l'actualité est également marquée par ce nouveau round de négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales sur le projet de loi organique relatif à la grève. Alors parallèlement, le projet de texte suit son cours donc législatif. Il a été présenté jeudi, rappelons-le, par Younes Skouri, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, devant les membres de la commission de l'enseignement et des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers. Alors à la deuxième chambre, le ministre a d'ailleurs annoncé que le projet de loi organique fera l'objet d'amendements supplémentaires. Alors, quelles sont les avancées sur ce dossier et quels sont surtout les points qui bloquent ? Des avancées, vous l'avez dit, il y en a, puisque enfin on a inscrit à l'ordre du jour du travail parlementaire un projet de loi qui avait été déposé, je le rappelle, en 2016, voici plus de 8 ans, par le précédent cabinet. C'est vous dire que c'est un dossier difficile. Maintenant, ce gouvernement a déposé un projet de loi organique, qui a été adopté par la Chambre des représentants le 24 décembre dernier. Je note au passage qu'il a été adopté par une faible majorité. Vous savez, il y a 124 voix pour, 41 contre. Ça fait 165. C'est 40% des effectifs de la Chambre des représentants qui en compte que 395. Il y a un problème d'absentéisme, faut le dire, qui s'est déjà exprimé à propos de la loi de finances, laquelle loi de finances 2025 avait été adoptée par 50% des membres. Mais c'est un autre débat. Ce qui pose problème, donc, c'est ce projet de loi organique qui est requis, prévu par la Constitution, son article 24 alinéa 1, la Constitution de 2011. Il a été adopté, je l'ai dit, par la Chambre des représentants. Il doit passer au niveau de la Chambre des conseillers. Et aux chambres des conseillers, la procédure est plutôt laborieuse. Dans un premier temps, ce projet de loi n'a pas fait l'objet d'un consensus. Et le gouvernement tient à ce que ce projet de loi soit adopté de manière consensuelle. D'où d'ailleurs le ministre qui a reporté à une autre séance, vous l'avez dit, l'examen de ce projet de loi organique. Il y a les positions difficiles maintenant des organisations syndicales, en particulier de l'UMT et de la CDT, sur ce plan-là, qu'une position qui est exprimée comme suit. C'est un texte restrictif et c'est un texte qui ne préserve pas les acquis. Enfin, c'est un texte qui ne respecte pas ce qui avait été décidé dans le dialogue social d'avril 2022. Donc nous en sommes là. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Le ministre Skouri lui-même a reconnu il y a quelques jours, au moment de l'examen par la commission spécialisée que vous avez évoquée, la commission au niveau de la Chambre des conseillers, que ce texte était imparfait. Et donc, il a dit, je vais relancer le processus de négociation. Les éléments de blocage sont les suivants. Il faut élargir les catégories pouvant faire grève. Ça, c'est important. Il faut revoir les sanctions, un certain nombre de sanctions et les sanctions pénales particulières qui vont être levées probablement. Également, préciser les motifs de grève. Quand est-ce qu'il y a grève, sur quel motif, etc. Et puis, il y a un certain nombre de points qui sont débat. C'est, je l'ai dit, l'élargissement des catégories, un certain nombre de personnes, notamment dans les établissements publics, les collectivités locales, les domestiques, les travailleurs indépendants, les travailleurs non salariés. Enfin, un dernier point, c'est que il y a eu beaucoup d'amendements, mais au-delà de ça, ça pose un autre problème, des conditions de finalisation d'un texte consensuel. Il est prévu pour mercredi ou jeudi, au niveau de la Chambre des conseillers, une séance plénière. Donc il y a encore du chemin à parcourir. Oui, mais il faut y arriver. Il faut y arriver, c'est extrêmement important.
Et nous passons d'un sujet de discorde, Moustapha Srimi, un sujet qui fait l'unanimité, les chiffres excellents du tourisme, puisque le Maroc bat un nouveau record avec l'arrivée de près de 17,5 millions de visiteurs en 2024, selon le ministère du Tourisme. Mieux encore, l'objectif a été donc atteint 2 ans d'avance. C'est important. Alors, une telle performance n'est pas le fruit du hasard. Alors, comment le Royaume a-t-il donc pu pulvériser son propre record ? Vous avez parlé d'unanimité. Je voudrais nuancer en disant que c'est une unanimité relative. Pourquoi ? Bien sûr, que sur le plan quantitatif, c'est un chiffre important. 17,5 millions de touristes, c'est extrêmement important. C'est 2 ans d'avance sur l'agenda, la feuille de route 2023-2026. Ça tient à quoi, ce chiffre-là, brut ? Il tient à l'effort exceptionnel qui a été fait en matière de promotion de la destination touristique. Je vous précise que 2,7 milliards de dirhams ont été mobilisés pour la promotion, le marketing et le soutien aérien. C'est extrêmement important, c'est un gros effort. Et puis aussi, l'impact aérien et les dessertes. Vous savez, le tourisme, les professionnels le savent, un siège, c'est un touriste ou 2 touristes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des dessertes aériennes. C'est un gros effort qui est fait, notamment avec les compagnies aériennes low cost. Précisément. Je rejoins votre question maintenant. Il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Derrière le quantitatif, il faut voir, si je puis dire, le qualitatif. La structure de ces touristes est celle-ci. 51% de touristes étrangers, 49% de touristes marocains, MRE. MRE qui viennent de... Or, les profils ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes, les dépenses ne sont pas les mêmes. On le sait à travers des études très fines qui ont été faites sur ça. Deuxième élément, le problème de ce tourisme low cost qui s'est développé. C'est bien, mais ça pénalise par exemple l'artisanat. Pourquoi ? Parce qu'un touriste dans une compagnie low cost ne peut avoir droit qu'à un bagage de 10 kilos. Et donc c'est difficile d'acheter des produits, etc. C'est des choses pratiques qui se posent. Il y a un autre point aussi, c'est le taux d'occupation. Le taux d'occupation reste modeste, taux d'occupation des hôtels classés. Il est de 47%. Et 47%, c'est encore problématique au profit de l'hébergement non classé, notamment chez l'habitat, notamment Airbnb. Et ça, c'est un autre problème qu'il faudra aborder. Pourquoi ? Parce que ce sont des réservations et des paiements qui sont faits à l'étranger qui échappe à la fiscalité. Donc, au moment où l'État se préoccupe de renflouer les caisses, c'est important qu'il y ait une politique de régulation de ce mode d'hébergement, l'Airbnb. J'ajoute autre difficulté, le taux de séjour. Le taux de séjour moyen au Maroc de ces touristes est de 1,8 jours. Moins de 2 jours. Alors, en 2 jours, on ne peut pas dépenser beaucoup. D'ailleurs, c'est tellement vrai que la dépense moyenne par touriste est de $6,000, ça a été calculé à peu près $700, c'est insuffisant, moins que dans d'autres pays. Et puis, il y a une autre interrogation, c'est s'interroger sur cette importante somme de 2,7 milliards de dirhams qui a été mobilisée pour ce que j'ai dit auparavant, le coût de cet investissement et sa rentabilité. Il y a là une interrogation sur le modèle économique de tourisme que l'on veut. Et ça, c'est important. C'est pour ça que c'est bien le quantitatif, mais le qualitatif est important aussi. Moustapha Srimi, merci de nous avoir éclairé sur les sujets d'actualité de la semaine. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Merci. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, cette nouvelle alerte météo, le Maroc va grelotter sous une vague de froid à partir de mardi. Température glaciale du côté d'Ifrane, Boulmens, Sfrou, Azilal. Il fera froid également à Tinrir, Ouarzazate, Midel, Titaroudant, où les minimales varieront entre -8 et -2 degrés. Et la journée, il fera entre 0 et 6 petits degrés. Le thermomètre affichera la nuit entre -4 et 1 degré
degrés. Les maximales ne dépasseront pas les 9 degrés dans les provinces de Jarada, Taourir et les reliefs relevant des provinces de Gersif, Tazal, Houssimash, Fchaoun, Zagoura, Rachidia, Tiznit et Tata. Temps froid aussi dans les provinces de Oujdangued, Driouch, El Hajib, Khmisset, Khouribga, Fqi Ben Salah. Il fera également très froid à Casablanca, Mohammedia, El Jadida, Ben Slimane, Berrachid, Mediouna, Qalat, Saragna, Hamna, Safi, Marrakech et Youssoufia qui enregistreront des températures minimales de -1 à 4 degrés. Et en ces temps de grand froid, les plus vulnérables sont les sans-abri. Face à ces conditions difficiles, les autorités se mobilisent pour les prendre en charge à travers les interventions de terrain. Les équipes d'assistance sont très actives, leur offrant repas chauds, couverture et abris temporaires. Une opération, rappelons-le, supervisée par l'entraide nationale. Exemple à Tanger dans ce reportage d'Anis Aboumedi, Saïd Najah et Zakaria Moukimbil. En pleine nuit, ces agents de l'entraide nationale s'apprêtent à sillonner les boulevards et rues de Tanger. Leur mission, chercher des personnes sans abri afin de leur venir en aide dans ces temps de grand froid. Une fois approchées, ces personnes sont prises en charge et invitées à se déplacer avec l'équipe de l'entraide nationale à un centre d'accueil. Là-bas, ils se feront servir un repas chaud, des vêtements et pourront dormir dans des lits confortables. Lors de nos interventions, nous entrons en contact avec les personnes sans domicile fixe et essayons de les convaincre de venir avec nous au centre afin d'être prises en charge. À Tanger, cette campagne de solidarité a permis d'accueillir des dizaines de personnes sans abri. Parmi les bénéficiaires, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ces personnes sont transférées au centre d'insertion sociale Zieten, une initiative qui a pour but d'améliorer les conditions de vie de ces catégories précaires en période hivernale. Nous travaillons 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi. L'unité mobile prend son départ à 21h et finit à 23h30. Durant cette période, un froid dur sévit dans de nombreuses villes marocaines. Alors nous assurons l'hébergement tout au long de cette période, soit environ 5 mois. Cette campagne humanitaire vise aussi à répondre aux besoins des bénéficiaires, y compris l'assistance médicale. Une belle démonstration de l'esprit de solidarité dans la société, en œuvrant à soutenir ces catégories vulnérables et à les préserver des dangers de la vague de froid. L'hiver est aussi rude à Arza qui manque de tout. Le froid ajoute un peu plus à la misère des habitants. L'armée israélienne poursuit ses bombardements intensifs de l'enclave palestinienne. Au moins 28 personnes ont été tuées au cours des dernières 24 heures selon un décompte des autorités locales. L'armée israélienne annonce pour sa part la mort de 4 soldats dans le nord de la bande d'Arza. Pendant ce temps, les négociations indirectes entre Israël et le Hamas sont en cours au Qatar pour un cessez-le-feu et la libération des otages retenus dans le territoire palestinien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou chargé une délégation de hauts responsables de se joindre à ces pourparlers. Et puis au Soudan, l'armée a repris avec des groupes alliés Oued Medani, une importante capitale provinciale dans le centre du pays qui était aux mains des paramilitaires depuis plus d'1 an. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a salué une grande victoire. L'armée régulière contrôle le nord et l'est du pays, ainsi que certaines parties de la capitale Khartoum. Ce développement survient alors que les agences de l'ONU et ONG s'alarment régulièrement de la situation humanitaire au Soudan. Et puis, assiégé par les flammes depuis mardi, Los Angeles, en Californie, continue de compter ses morts. 16 personnes tuées dans ces incendies. Plus de 150 000 personnes ont été forcées de fuir. Les feux se sont étendus à des zones jusqu'à présent épargnées. Ils menacent désormais la vallée, densément peuplée de San Fernando, mais aussi le musée Getty et ses œuvres d'art inestimables. Dans de nombreux quartiers ravagés par le feu, les maisons ne sont plus que de cendres et morceaux de métal noircis. Rappelons que 12 000 bâtiments ont été détruits, plus de 150 000 hectares sont partis en fumée.
Sport extrême, l'aventure se termine pour Africa Eco Race. Les concurrents ont rejoint ce dimanche le mythique Lacrose à Dakar, point d'arrivée du rallye. À moto, après sa victoire de la 11e étape, l'Italien Jacopo Ceruti remporte le titre de l'édition 2025, deuxième titre consécutif sur l'Africa Eco Race. En auto, c'est le Français Benoît Frottin qui décroche la première place au général. Mary Howett. Éreintés mais heureux, bikers, SSV et auto, tous viennent de franchir la ligne d'arrivée sur le mythique Lacrose de Dakar. Une dernière étape qui clôt la boucle de la 16e édition de l'Africa Eco Race. Après 15 jours d'endurance, de doute et armé d'un mental à toute épreuve, l'Italien Jacopo Ceruti s'empare de la première place du podium face au tenant du titre, Alessandro Botturi, avec 9 secondes de moins au chronomètre. Soprattutto per il team, tutti quanti se lo meritavano. Je suis tellement heureux. Ce qui m'arrive est incroyable. Je suis tout de même désolé pour mon ami Botturi qui voulait remporter cette dernière étape. Une chose est sûre, nous avons connu tous les deux des hauts et des bas durant ce rallye très difficile. Mais au final, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Per cui uno deve vincere, vabbè, sono felice che è successo a me, ma... Autre rebondissement dans cette dernière étape et pas des moindres. Le Français Benoît Frottin termine cette dernière étape en 2e position, mais conserve la tête du classement général avec une confortable avance de plus de 4 heures. Ça a vraiment de la gueule. On l'a construite un peu. Alors ça fait 3-4 jours qu'on roule pas comme on pourrait rouler, mais ouais, on l'a un peu construite en 12 ou 13 spéciales. On a les mécanos qui ont bien bossé, on a fait le taf. On s'était bien préparé, la voiture était bien prête. Et puis j'ai un copilote qui fait 0 faute. Bon voilà, la victoire, elle est vraiment aussi dans cette partie-là. Je suis vraiment pas le plus rapide. Bravoure, solidarité et humilité, tels étaient les maîtres mots de cette 16e édition de l'Africa Eco Race, où chaque participant a su se réinventer face à une nature envoûtante mais farouche. Voilà, rendez-vous est pris pour la 17e édition. C'est la fin de notre journal. On se retrouve bien sûr bientôt. Excellente soirée.